Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Enfin, ils ont trouvé un compromis après de longues heures d'intenses négociations. Syndicats de médecins et assurance maladie sont parvenus à un accord au forceps pour encadrer les dépassements d'honoraires. Nous verrons dans ce journal quels sont les termes de cet accord et plus généralement le débat ce soir autour de l'accès aux soins en France. Pour des raisons financières ou à cause des déserts médicaux, beaucoup de Français ne se font pas correctement soignés. Alors peut-on parler de fracture sanitaire? Élément de réponse avec nos invités. Et puis, nous vous en parlions dès hier. La loi sur le logement social serait sur le point d'être censurée par le Conseil constitutionnel. Cette loi hautement symbolique avait été votée en urgence au Parlement. Trop vite, peut-être au risque de ne pas respecter la procédure parlementaire au Sénat. Le gouvernement pourrait perdre un temps précieux en présentant une nouvelle fois le texte, sans compter les attaques de la droite qui comptent bien, justement, appuyer là où ça fait mal. Après 3 débats et à 14 jours du scrutin, le jeu est plus serré que jamais entre Barack Obama et Mitt Romney. Les deux camps, démocrates et républicains, ne se font aucun cadeau. Le sprint final promet d'être mouvementé. Plus d'éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme ce soir. Merci d'être en notre compagnie. L'insistance du gouvernement a-t-elle porté ses fruits? Après une nuit de négociations et après avoir frôlé l'abandon des discussions, les syndicats de médecins et l'assurance maladie sont parvenus à un accord en fin d'après-midi pour encadrer les dépassements d'honoraires. On voit tout cela avec Flora Sauvage. C'était la réunion de la dernière chance. Elle a porté ses fruits après 23 heures de tractation. Médecins et assurance maladie sont parvenus à un accord. Le but était de limiter les dépassements d'honoraires des médecins qui exercent en secteur 2. Pour les syndicats de médecins, la date est historique. Ce qui est à noter, et c'est important, c'est que c'est un accord qui serait, pour la première fois ici, historique, unanime au sein du corps médical, puisque tous les syndicats médicaux sont déclarés signataires du relevé de conclusion. Les dépassements d'honoraires des médecins n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Le gouvernement était déterminé à limiter ces dépassements. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est félicitée que grâce à cet accord, près de 5 millions de Français auront la garantie d'être soignés au tarif de la sécurité sociale. Je constate que sous la pression clairement du gouvernement, l'esprit de responsabilité a prévalu et que donc grâce à ce sens de la responsabilité de nos différents interlocuteurs, nous avons pu effectivement aboutir à un accord. Cet accord doit être signé par les instances dirigeantes des syndicats de médecins dans les prochains jours. Reste la question de l'implication des complémentaires santé. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre avant la fin de l'année des tarifs progressifs du gaz et de l'électricité. Le texte part d'un bon sentiment. Il s'agit de favoriser les comportements responsables. Mais vous allez le voir, les sénateurs communistes ne l'entendent pas de cette oreille. Ils craignent que ce texte soit lourd de conséquences pour les ménages bénéficiant du tarif social d'EDF. Les explications de Faustine Saint-Geniès. Une victoire à l'arraché pour les communistes et leur motion d'irrecevabilité, votée à 20 voix contre 19. Un désaveu au bonus-malus énergétique, engagement de campagne de François Hollande. Un vote incompréhensible pour la ministre de l'Énergie Delphine Batho, présente en commission. C'est un texte aussi qui permet d'étendre les tarifs sociaux à 8 millions de Français qui sont confrontés à des situations de précarité énergétique. Et cette proposition de loi apporte une réponse immédiate et c'est assez incompréhensible que des sénateurs communistes aient pu voter contre avec les voix de la droite. Nouveau couac dans la majorité, la motion d'irrecevabilité met fin à l'examen du texte par le Sénat si elle est confirmée en séance publique. Une victoire pour les communistes. Ils dénoncent une rupture du principe d'égalité dans les tarifs de l'énergie. Ce n'est pas une proposition de loi qui va vers la justice sociale. Elle appliquera un malus à des gens extrêmement défavorisés qui n'ont pas les moyens de requalifier leur logement. Elle est complexe, elle est inapplicable. On a mis des cavaliers législatifs, donc à notre avis, elle a beaucoup de défauts. C'est pour cela que nous avons donc proposé cette motion qui est votée. En effet, le texte prévoit une consommation de base de gaz et d'électricité. Au-delà de ce seuil, le malus s'appliquera pour les ménages les plus énergivores. La motion d'irrecevabilité sera présentée en séance au Sénat le 30 octobre prochain.
Jean-Marc Ayrault fâche la droite à l'Assemblée nationale. Lors de la traditionnelle séance des questions au gouvernement, les députés de droite ne sont pas restés assis très longtemps. L'opposition est en effet partie lorsque le Premier ministre l'a accusé de vouloir l'échec de la France. Regardez. Mesdames et messieurs les députés, on aurait l'impression à droite que vous souhaitez l'échec de la France. Moi, je souhaite le succès de la France. Allez, on s'assoit. Je souhaite le succès de la France. Non mais et je m'appuie vous sur aurez les meilleurs l'occasion de talents répondre. lorsque le rapport sera déposé le 5. Mesdames et messieurs les députés, je l'annonce ici devant vous. Le lendemain, le Conseil des ministres sera réuni en séminaire. Le lancement de la stratégie de la reconquête, de la compétitivité, c'est-à-dire de la bataille contre le chômage et pour l'emploi, sera lancé. Même si ça vous gêne, nous le ferons pour la France. Et sur le plateau du 22h ce soir, invitée politique, elle est ancienne ministre du Logement, sénatrice socialiste de Paris et figure de la gauche du PS, Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Interview à suivre dans un instant. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Pour l'analyse économique ce soir, autour du protectionnisme d'Arnaud Montebourg qui agace, qui hérite Bruxelles. La France est donc rappelée à l'ordre après la demande davantage de contrôle sur les exportations coréennes dans l'Union européenne. Jean-Louis, est-ce que c'est un nouveau front qui s'ouvre entre Paris et Bruxelles? Entre, disons, en 48 heures, il y en a eu deux d'ouverts en tout cas. L'un avec l'Organisation mondiale du commerce et le second que vous venez d'évoquer avec la Commission européenne. Alors tout commence vendredi quand M. Montebourg pose pour une marque de marinière pour vanter la production française. D'ailleurs, apparemment, ça a très bien marché puisqu'il paraît que les ventes ont augmenté de 20 à 30% hier. En tout cas, nous a dit le directeur de cette entreprise. Ce qui lui a valu le lendemain, samedi, une réponse de Pascal Lamy, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, condamnant le protectionnisme patriotique. On ne voit pas très bien pourquoi cette formule a été employée, parce qu'il n'est pas du tout interdit de vendre français, de vanter le vendre français. Ce qui est interdit, c'est d'obliger une entreprise à produire en France pour vendre français, bien entendu. Mais en tout cas, le lendemain, donc, M. Montebourg est monté au créneau contre Pascal Lamy, contre l'Organisation mondiale du commerce, critiquant la politique d'ouverture systématique de la Commission, de l'Organisation mondiale du commerce en matière commerciale, et notamment avec la Chine. Donc voilà le premier front. Puis le deuxième, effectivement, c'est ce matin, la réponse du commissaire européen au commerce qui a répondu à la France, qui avait demandé à ce qu'on contrôle ce problème d'importation des voitures coréennes en Europe, qui commence à nous inquiéter. Effectivement, en un an, les ventes de voitures en Europe ont baissé de 8%, celles de PSA ont baissé de 13%, celles de Renault ont baissé de 17%, et vous apercevez que Kia, constructeur coréen, ses ventes augmentent de 30% à l'inverse. Donc les Français ont demandé. Et la réponse a été que les arguments de M. Montebourg ne tenaient pas la route. Ce qui est quand même quelque chose de critiquable, parce que ne pas tenir la route pour une automobile, c'est quand même quelque chose de très dommage. Mais donc là, il s'est fait quand même renvoyer dans les cordes. Et ce matin, Jean-Louis, le gouvernement a avalisé l'aide de 7 milliards d'euros de garantie à la banque de PSA. Est-ce que tout ça, c'est conforme à la législation européenne? Alors ça va devenir assez compliqué parce qu'on ouvre un troisième front, avec d'abord la Commission européenne certainement, et avec aussi l'Allemagne. Aujourd'hui, ce soir, le président de la Basse-Saxe, le ministre-président de Basse-Saxe, il faut rappeler que Volkswagen emploie 80 000 personnes en Basse-Saxe, a posé la question, a dit qu'il ne s'interdisait pas de porter plainte auprès de la Commission européenne, car pour lui, il s'agirait d'un prêt, alors qu'il s'agit d'une caution, mais enfin pour lui, c'est d'un prêt qui n'est pas légal, légitime par rapport à la juridiction européenne. Et il est vrai que si PSA perd sa banque, PSA ne peut plus financer et ses clients, les achats, et ses concessionnaires. Et donc Volkswagen estime que là qu'il y a une entorse à la libre concurrence, puisqu'il y a une intervention publique de l'État français sur cette affaire. Et donc, M. Montebourg est confronté à une multiplication de problèmes ces dernières semaines. Dossier à suivre donc ensemble, Jean-Louis. Marie-Noëlle Lienemann, on a l'impression qu'on est en train de fâcher nos partenaires européens sur ces deux dossiers que nous venons d'évoquer. Écoutez, je pense que Arnaud Montebourg a raison. Parce que la question de l'organisation du libre-échange sans règles est quand même une des causes majeures de la crise dans laquelle nous vivons. Et en particulier de la désindustrialisation de la France et de l'Europe.
Il y a un juste milieu entre le protectionnisme qu'il prône et puis le libre-échange dont vous parlez. Jusqu'à présent, il n'a pas proposé un protectionnisme, il n'a mis aucune barrière douanière nouvelle. Il a incité, c'est d'ailleurs un deuxième problème, il a incité nos concitoyens à acheter français, et deuxièmement, on se trouve dans des situations où il est prévu dans les textes de l'OMC, comme d'ailleurs des accords de l'Union européenne, que quand on a un déséquilibre de concurrence qui se paraît manifeste, on peut repenser un certain nombre d'accords. On l'avait eu par exemple le bilan sur le textile, puisqu'on avait eu l'accord textile à certains moments. Donc ce n'est pas scandaleux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, mais moi c'est ma thèse depuis longtemps, c'est qu'avec nos partenaires européens, si on ne met pas à un moment ou à un autre sur la table les questions centrales que sont la manière dont l'Europe ne peut pas demeurer une passoire dans les échanges mondiaux, on aura de toute façon les plus grandes difficultés à redonner de la croissance. Je vais laisser la parole à Jean-Louis. Mais est-ce que vous pensez qu'Arnaud Montebourg engage le gouvernement quand il évoque, quand même, c'est un protectionnisme économique, ou est-ce qu'il est un petit peu seul au milieu de tous ces sociodémocrates dans le gouvernement, comme Pierre Moscovici ou encore Jean-Marc Ayrault? Écoutez, ça, j'en sais rien. Moi, je suis pas tous les jours. Je pense quand même que si Arnaud Montebourg prend des initiatives, à ma connaissance, il n'a pas été contesté par le Premier ministre. C'est donc il est mandaté par le gouvernement pour le faire. Je rappelle d'ailleurs que le président de la République avait lui-même, dans ses engagements, dit que le temps serait venu d'avoir des règles de juste échange, c'est-à-dire d'échange équilibré. Le cas de la Corée est typique du déséquilibre d'échange. Jean-Louis, oui. Quant à la banque allemande, nos amis allemands qui sont prompts à nous chercher des poux pourraient regarder chez eux. Parce que les banques des Landes ont été recapitalisées par l'Allemagne, ou en tout cas soutenues par le gouvernement central ou par les gouvernements des Landes. Or, ces banques font par rapport aux industries allemandes exactement ce que la banque de Peugeot fait avec PSA. Simplement une réaction, c'est qu'on n'a qu'à porter plainte. Et le problème, c'est qu'on a tout à fait la possibilité de porter plainte auprès de la Commission européenne, disant que, vous avez raison d'ailleurs sur le fond, qu'il y a une aide manifeste des banques allemandes à l'industrie. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas comme les Allemands? Oui, parce que justement, on n'a pas la même idée que les Allemands de l'Europe. Et c'est d'ailleurs un des désaccords. Au moment où on parle du couple franco-allemand qui se porte bien, à vous entendre, on n'a pas l'impression qu'il marche au même rythme. Je m'excuse, mais nous ne pensons pas qu'on fait une union politique en allant au tribunal sur le simple fait de la libre concurrence comme étant les fondamentaux de l'Europe. Nous pensons que l'Europe doit avoir des politiques industrielles, doit avoir des politiques d'intégration solidaire, et nous pensons que les problèmes, au lieu d'aller au tribunal tout de suite, est de se poser comment on fait face aujourd'hui aux difficultés de financement de notre industrie, et plutôt que d'aller tout de suite aller au tribunal pour régler les problèmes. Nous allons parler de ce qui va arriver, c'est le congrès du Parti socialiste, c'est à Toulouse. D'habitude, les congrès socialistes sont souvent l'occasion de véritables psychodrames avec des chefs qui s'écharpent et des militants. Pas toujours. Regardez, il y a eu des congrès comme ça. Par exemple, je prends un exemple au hasard, celui de Rennes, c'était en 1990, ça remonte à loin. On regarde comment les militants étaient ressortis de ce congrès. Là, c'était le comble. Quelle leçon vous tirez de ce congrès? Merci. On est sur notre fin, hein, c'est certain. Un peu désenchanté. Moi, je suis un adhérent récent, mais beaucoup de vieux socialistes ont dû avoir vraiment mal au cœur en voyant ce qui se passait ici. Je serai jeune militant. J'arrive dans un congrès fédéral, je vois ce qui se passe, je rends ma carte. Bon, ça, c'était avant. Le prochain congrès, ce sera celui de l'unité? En tout cas, du rassemblement. Nous avons eu, je parle de nous, c'est-à-dire la motion que Emmanuel Morel, dont était le premier signataire, et qui s'appelle maintenant la gauche. Nous avons d'abord voulu qu'il soit un vrai congrès de débat et que tout ne soit pas plié d'avance. Il y a eu un débat sur le fond. Je crois que les motions qui n'étaient pas celles de la direction, et en particulier celle de la motion 3, ont reçu un bon accueil chez les militants. Et puis ensuite, on a présenté la candidature d'Emmanuel Morel, qui a fait 28%, face à Harlem Désir, ou en tout cas... Donc vous estimez que vos idées ont infusé? Voilà, et en tout cas, le débat a eu lieu. Bon. Et là, maintenant... Marine Holleman, il y a le fond, mais il y a aussi la forme, permettez-moi d'en parler. Il paraît que les tractations vont bon train au PS pour les places dans les futures instances du parti. On dit que l'aile gauche, c'est-à-dire vous avez les yeux plus gros que le ventre. Non, mais attendez, on ne doit pas parler de nous, là. Parce que ce qui est clair, c'est que les règles du parti sont simples. Les courants sont représentés à la proportionnelle des votes qu'ils ont eus en motion. Donc nous, on n'a aucun problème. Vous voulez pas grappiller quelques postes en plus dans le Conseil national? Pas du tout. Nous, on demande l'application stricte de la proportionnelle. Et donc, c'est pas
s'il y a des problèmes, c'est au sein de la motion 1. Ah, c'est-à-dire au sein de la grande majorité. Donc il y en a. Il semble que les tractations entre les différentes sensibilités Ça soient fait plus un peu que houleux. comptabilité de boutiquier, non? Oui, c'est pour ça que nous, on a préféré nettement se présenter devant les militants, demander aux militants s'ils soutenaient notre ligne politique et dire que nous serions représentés à ce que nous représentons devant les militants. Comment vous voyez votre rôle à la gauche du PS? Est-ce que vous êtes la vigie de gauche du parti? Vous avez dit non sur différents textes, le traité budgétaire européen. Jusqu'à quand allez-vous dire non et jusqu'à quand le Parti socialiste va accepter que vous disiez non? Non, mais j'avais encore un non. Oui, j'ai toujours expliqué que la thèse de la gauche du parti, c'était pas d'aller voter contre le gouvernement, qu'il y avait un sujet. Attendez, vous la faites glisser quand même. Non, mais 30 secondes. Sur l'Union européenne, ce désaccord, il est stratégique depuis longtemps. Il est non seulement stratégique depuis longtemps, mais c'est le seul cas où on peut dire qu'il y a un désaccord structurel entre une large partie de notre électorat et la direction de notre parti. Ah, donc sur les prochains textes, sur la vous question, voterez comme donc, les a socialistes. priori, il n'y a aucune raison qu'on ne vote pas. Qu'on ait des débats ensemble. On a eu ce matin avec Pierre Moscovici un débat sur les choix budgétaires. J'ai fait connaître mon point de vue qui ne sont nuancés, mais le vote sera un vote de solidarité. Bon, alors vous faites partie quand même des nonistes ici au Sénat depuis votre non au traité budgétaire européen. Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que la majorité vous l'a reproché dans les actes? On a lu, c'était dans le journal du dimanche, le patron du groupe PS au Sénat, François Rebsamen, qui a averti que vous n'êtes pas prête à poser une question d'actualité ou à avoir, on le lit, un rapport spécifique. Vous êtes puni? Ça vous fait sourire, mais... Ça me fait rire parce que de toute façon, il dit après que déjà il trouve que je suis trop présente. Alors pour une fois qu'on trouve que les sénateurs sont trop présents, tant mieux. Non, moi je ne veux pas polémiquer. Je connais notre parti. Il a envie de marquer qu'il ne trouve pas que cette attitude est correcte, ce qui est historiquement, on sait que... Bon, voilà. Donc moi, je ne vais pas en rajouter. Alors, voilà. Parenthèse fermée. Autre sujet. Il y a de fortes probabilités que le texte emblématique sur le logement social, et là, je parle à l'ancienne ministre du Logement, que vous êtes, soit annulé, peut-être demain, par les sages du Conseil constitutionnel pour vice de forme. Est-ce que le gouvernement n'a pas confondu vitesse et précipitation? Maintenant qu'on a le doute sur le vote du Conseil constitutionnel, on peut quand même penser que peut-être il y a eu trop de précipitation. On sentait bien ce risque, puisque les sénateurs socialistes... Donc vous reconnaissez l'erreur de procédure parlementaire. On avait dit qu'il y avait des risques de procédure. Bon. En même temps, sur le fait politique, on était d'accord avec le gouvernement sur l'urgence sociale. Simplement... Il me semble jusqu'à bousculer le Parlement, voilà, vous êtes d'accord? Je suis quand même plutôt pour qu'on respecte les rythmes parlementaires. On va écouter la réaction. Il était hier notre invité de Jean Arthuis, vice-président également de l'UDI, sur ce sujet. Écoutez. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel. Ce sont des méthodes qui ne sont pas acceptables par le Parlement. Il y a eu une précipitation incompréhensible. Et les procédures élémentaires de respect du Parlement pour que le travail de réflexion préalable au vote puisse s'accomplir. Le gouvernement a voulu passer en force. Vous êtes d'accord? Oui et non. Parce que où je suis d'accord, c'est que du point de vue strict de la forme, Monsieur Arthuis, on peut considérer, si le Conseil constitutionnel le valide, c'est qu'il a raison. Mais sur le fond, la PPL, la fameuse PPL que nous avions déposée depuis très longtemps sur ces sujets, avait déjà été maintes fois vue par le Sénat. Il y avait une proposition de loi présentée par Jean-Pierre Bel qui avait été votée par le Sénat. Et toute une série de dispositions reprennent de cela. Bon, mais c'est un coup dur pour les millions de personnes en situation de mal logement. Ils vont encore patienter. C'est clair. C'est pour ça quand même que nos collègues, on peut comprendre qu'ils défendent la forme parlementaire, mais qu'ils n'oublient pas le fond. Les gens, il y a une urgence à prendre ces décisions. Dernière question, ça va introduire notre débat avec nos invités à venir. L'accès aux soins des Français. Il y a les questions financières avec la limitation, ou plutôt l'encadrement des dépassements d'honoraires. L'accord a été obtenu ce soir. Est-ce que vous le jugez suffisant? Écoutez, je pense que c'est une première étape. Je crains qu'il y ait encore pas mal de dépassements d'honoraires assez importants au regard. L'accord, il a l'air définitif. Oui, non, mais c'est une étape parce que le choix du gouvernement, c'est de dire cette évolution doit avoir l'adhésion de la profession. Parce que nous n'avons pas intérêt à jouer tout en force. Il y a des réformes qui exigent des passages brutaux par la loi. Chaque fois qu'on peut faire évoluer positivement par la mobilisation de la profession, c'est mieux. Maintenant, moi, j'aurais une certaine vigilance.
Si d'ici quelques mois, on se rend compte que derrière l'accord, la réalité c'est que les Français doivent encore payer beaucoup, et peut-être qu'il faudrait être plus rigide. Mais en tout cas, faisons confiance au dialogue d'abord. Merci Marie-Noëlle Lienemann. Dans quelques instants, justement, débat à suivre dans le 22h autour de cette question fondamentale de l'accès aux soins en France. Nous évoquerons la dimension financière avec, vous venez de le dire, l'encadrement des dépassements d'honoraires et la dimension géographique aussi avec ce que l'on appelle les déserts médicaux. De nombreux invités en notre compagnie. Dans un instant, mais d'abord, on va s'arrêter un instant ce soir sur cette date, le 17 octobre 1961. Le président de la République a reconnu la responsabilité de la République dans la terrible répression de la manifestation des Algériens à Paris ce jour-là. Et ce soir, les sénateurs communistes demandent l'ouverture de toutes les archives concernant les guerres coloniales. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Il fallait 172 voix avec 174 votes pour. La résolution communiste passe de justesse. Un soulagement pour Pierre Laurent. Le vote du Parlement va donner une portée solennelle à cette situation qui sera tout autre et qui appuiera la démarche de reconnaissance présidentielle. Nous le souhaitions depuis des années et des années. De son côté, la droite, chahutée sur les bancs de la Haute Assemblée, donne un autre son de cloche. Si la vérité historique sur le massacre du 17 octobre doit être rétablie, sa reconnaissance politique va ouvrir la boîte de Pandore. La France a une très vieille et très longue histoire avec des erreurs graves, avec des crimes d'État, et puis aussi avec des choses tellement extraordinaires que je crois qu'il faut laisser apaiser tout ça. Je crois que l'oubli est une bonne chose. Les socialistes ont largement suivi la proposition communiste. Cet après-midi, ils l'ont même défendue avec passion. Pourquoi, 51 ans après, nous sommes encore dans cette situation à devoir en discuter de façon passionnée à cause du fait qu'il y a des chape de plomb? Si c'était dit, la vérité apaise les blessures. Une reconnaissance qui tombe à pic quelques semaines avant le voyage de François Hollande en Algérie. Et dans un instant, le débat du mardi 22h autour de l'accès aux soins des Français. Mais d'abord, nous allons nous rendre en compagnie de notre journaliste Sophie Normand dans un centre de santé à Vitry-sur-Seine. Un centre que l'on pourrait qualifier d'exemplaire. Vous allez le voir, dans ce cabinet, pas de dépassement d'honoraires par les spécialistes. Le centre pratique le tiers payant. Regardez. Vitry-sur-Seine, un lundi après-midi. Un cabinet médical ordinaire. À une différence près, on y trouve presque tout à 2 pas de chez soi. Radiologie, laboratoire d'analyse, médecine générale et surtout les spécialités les plus courantes. Gynécologie, dermatologie ou encore ORL. Ici, pas de dépassement d'honoraires ni d'avance des frais. Le centre de santé pratique le tiers payant. Une aubaine pour les patients. Le centre de santé, c'est généralement beaucoup moins cher. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère ça, parce qu'au niveau de l'argent, sinon on a peur d'aller chez le médecin. Une organisation des soins originale, accessible à tous, dans la tradition de la médecine sociale, rendue possible grâce à la mairie de Vitry. C'est elle qui a créé le centre il y a 3 ans. C'est aussi elle qui le finance. Des secrétaires et assistantes sociales ont été mises à la disposition de l'équipe soignante, payée elle aussi par la commune. Un statut de salarié qui a conquis cette jeune médecin fraîchement arrivée dans le centre il y a 15 jours. Passée par l'hôpital puis la médecine libérale, elle savoure aujourd'hui ses nouvelles conditions de travail. Ce qui est très appréciable, et vraiment sincèrement, c'est le fait de ne plus avoir de rapport à l'argent pendant la consultation. Là, on est complètement sur une chose, je suis simplement sur un rapport de soins. Et c'est vraiment un plaisir. On a le temps de voir les patients, on prend notre temps, on ne va pas bâcler une consultation, on ne va pas lui dire revenez, on refera ça la prochaine fois, sachant pas s'il va revenir. Moi, je vais au bout de toutes mes consultations, ce que je ne faisais pas forcément en ville avec une salle d'attente pleine qui s'énervait derrière. Travailler dans un centre de santé, pour un médecin, c'est surtout travailler en équipe, une caractéristique essentielle selon le directeur du centre pour une médecine de qualité. Toutes les études montrent que la qualité des soins est meilleure quand les praticiens travaillent en équipe et cherchent ensemble des solutions. Aujourd'hui, les déterminants de la santé montrent que l'environnement, le mode de vie, les conditions de travail sont déterminants dans le fait qu'on est ou pas en bonne santé. Et par notre configuration, le fait qu'il y a des compétences diverses qui sont rassemblées au même endroit et qui partagent un dossier médical commun, notre configuration permet d'appréhender l'ensemble des déterminants, enfin en tout cas on essaye, des déterminants de la santé et d'agir dessus bien évidemment. Le centre municipal de santé, une médecine de proximité d'avenir et même une solution aux déserts médicaux qui dépend de la bonne volonté des pouvoirs publics.
Et nos invités ce soir pour évoquer l'accès aux soins en France à travers deux dimensions. La dimension financière avec les dépassements d'honoraires et la dimension géographique avec les déserts médicaux. Je vous présente nos invités. Jean-François Corti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directeur des missions France à Médecins du Monde. Jean-Luc Fichet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste du Finistère, président du groupe de travail sur la présence médicale sur l'ensemble du territoire. Également avec nous Alain Bazot, bonsoir. Président de l'UFC, Que Choisir, et Pierre Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes monsieur secrétaire général de la Confédération des syndicats médicaux français. D'abord, l'actualité toute chaude, j'allais dire cet accord donc sur les dépassements d'honoraires. Pierre Lévy, comment vous jugez cet accord ce soir? C'est un bon accord. On a mis du temps pour y parvenir, mais c'est un accord équilibré qui répond aux missions que nous avait confiées le président de la République et la ministre, c'est-à-dire d'améliorer l'accès aux soins, notamment à cause des dépassements d'honoraires, et surtout de faire en sorte que les patients puissent se soigner comme ils le désirent. Et pour ça, on a mis au point donc un contrat de santé d'accès aux soins qui comprend deux dimensions. L'une qui consiste à faire que le médecin prend sur 30% de ses honoraires des tarifs opposables, notamment pour des choses qui sont obligatoires comme la CMU, comme les urgences, comme l'AME, et on y a rajouté donc cette portion de population qui n'a pas... S'il le souhaite, le médecin est libre, s'il le souhaite. S'il le souhaite, oui, bien sûr, sinon il peut en sortir une fois par an à la date anniversaire de ce contrat, s'il le souhaite bien sûr, mais les chiffres montrent que la plupart des médecins de secteur 2 seront tentés par ce contrat. Nous verrons, oui. Oui, nous verrons, oui. On va y revenir justement, c'est important. Jean-François Corti, mais il n'y a pas eu finalement de seuil précis de dépassement d'honoraires. Est-ce que c'est un manque selon vous dans cet accord ? Écoutez, tout ce qui peut concourir à l'amélioration de l'accès aux soins sera une bonne chose pour les Français, notamment les plus précaires qui ont de plus en plus de difficultés à se soigner. Alors, c'est vrai que Médecins du Monde, on a comme cœur de métier l'accès aux soins des plus précaires, et c'est bien de ça dont il faut parler, dans un contexte où on se rend compte que le retard de recours aux soins est environ près de 30% pour les Français les plus précaires. Donc il y a un enjeu de santé publique majeur avec une dégradation. C'est un premier signe intéressant, mais il faudra qu'on développe d'autres éléments qui seront nécessaires pour améliorer ce constat qui est le retard de recours aux soins des personnes les plus précaires. Alors Alain Bazot, votre avis sur cet accord? Déjà, on n'était pas à la table des négociations. Les usagers qui payent ne sont pas à la table des négociations. On vit encore sur un système qui date des années 40. Excusez-moi, je ne peux pas ne pas réagir, mais dans les conseils d'administration des caisses, il y a bien des représentants des salariés et des patients. Et des patients. Nous ne confondons pas les représentants de salariés, les cotisations, mais que je sache, il y a des tas de gens qui ne sont pas salariés, ce sont tous les consommateurs, tous les usagers qui paient. Non, mais je voulais quand même le dire. Ce que j'en pense, déjà, je n'ai pas une visibilité. Le peu de visibilité qu'on a, c'est que c'est quand même un relatif flou. Beaucoup de choses ne sont pas tranchées. Par exemple, on sait que finalement, les dépassements vont pouvoir aller à 150%, ce qui est aberrant. 100%. Alors 100%, bon, alors c'est 100%, mais avec des dérogations. Non, aucune dérogation. Si, de ce que j'ai su, il y aurait plusieurs dérogations possibles. Vous y étiez, on a la vous voyez bien que l'usager que je pourront être éligibles à ce contrat. Mais je ne parle pas du contrat. Attendez, je ne parle pas du contrat. Je parle du droit commun. Je parle du droit commun. Vous parlez du contrat. Attendez, vous parlez d'un contrat qui est une option pour les médecins. Moi, je vous parle du hors contrat, ce qui sera valable pour tout le monde. Hors contrat pour les médecins spécialistes secteur 2, quelle est la possibilité de dépassement? Mais la possibilité de dépassement, actuellement, c'est le tact et la mesure. Ah oui, avec ça, on va... C'est comme avant. Non, mais... bien sûr. Oui, mais bien sûr. Voilà, rien ne change. Mais non, ne dites pas que rien ne change. Il faut citer des chiffres. Oui. Il y a actuellement 600 médecins qui dépassent trop. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est les chiffres de la caisse. On va rentrer dans le détail. De trop. Moi, je parle de dépassement d'honoraires. Il y a un tarif sécu. Aujourd'hui, on ne trouve plus de médecins qui partent en dépassement d'honoraires. On va terminer le tour de table. Il y a 10% de médecins généralistes. Je parle des spécialistes. Et les spécialistes. Messieurs, on va donner la parole, s'il vous plaît.
Il y a 40% de médecins spécialistes qui sont en secteur 2. Je veux avoir votre avis, sénateur socialiste. Écoutez, c'est un avis de satisfaction quand même, puisqu'on est arrivé à un accord. Donc dimanche soir, Madame la ministre Marisol Touraine avait évoqué le fait de passer par la voie réglementaire en disant si vous n'avez pas un accord, il faudra qu'à un moment donné, on arbitre par la loi. Il y a un accord ce soir, on ne peut que s'en féliciter, en plus avec des conditions qui permettent d'améliorer l'accès aux soins des populations les plus précaires, et ça c'est ma préoccupation, puisque notre souci aujourd'hui c'est de faire en sorte que l'ensemble des populations de l'ensemble des territoires français puissent accéder normalement aux soins de manière équitable. Alors, c'est quand même un premier pas, il faut le reconnaître aujourd'hui, même si pour certains médecins encore la liberté sera laissée, mais évidemment ce sera raisonnable. Non, mais attendez, on part de loin. Regardez, depuis 20 ans, les honoraires, les dépassements d'honoraires ont doublé. On est à 2,5 milliards payés par les usagers. Aujourd'hui, tout le monde est content parce que rien ne bouge. Rien ne bouge. On reste dans le sacro-saint principe de la liberté et du laisser-faire, qui a amené à une fracture sanitaire en France. Quand on publie la carte d'accès aux soins, qu'on regarde quels sont les médecins généralistes, mais surtout spécialistes. On va préciser que l'UFC Que Choisir, parce que tout le monde ne comprend pas. Vous avez donc publié une carte interactive, donc à la fois sur les déserts médicaux et les dépassements d'honoraires. On a croisé les deux critères. Effectivement, y a-t-il un médecin? Mais ce médecin est-il accessible financièrement? Il y a 36 000 communes du pays, et chaque internaute peut consulter en fait l'offre médicale qu'il y a dans sa commune. Voilà. Et quand on fait la synthèse, c'est absolument dramatique. Est-ce que vous savez que votre étude est contredite, notamment par une étude de l'INSEE qui montre que la quasi-totalité de la population française habite... Non, elle n'est pas contredite. Elle ne dit pas la même chose. Ah oui, c'est contredit. Non, elle ne dit, c'est pas du tout le même angle. Ce que dit l'INSEE, elle dit que chaque individu, 98% de la la a un médecin proche de chez lui. Alors ça nous fait arriver en tous les cas, mais ce n'est pas ce qu'on dit, madame, ce n'est pas ce qu'on dit. Quand on a un médecin proche de chez soi, la question pertinente, c'est de savoir combien il y a de population qui accède à ce médecin. C'est ça la densité de population. Et deuxième chose, ce médecin, à quel tarif est-il ? Il ne suffit pas de dire il y a un médecin près de chez vous. Très bien, on va en parler. Jean-Luc Fichet, vous êtes sénateur. Non, je vous donnerai la parole dans un instant. Je vais aussi répartir. Parce que c'est pour rebondir sur l'enquête de Que Choisir. Parce que j'ai reçu un mail intéressant. Vous allez le faire dans un instant. Je voudrais demander à monsieur le sénateur comment expliquer cette contradiction. Les médecins n'ont jamais été aussi nombreux en France et pourtant les déserts médicaux aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on évoque souvent la question du numerus clausus en disant il faut augmenter le numerus clausus. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question. On a aujourd'hui suffisamment de médecins qui sont formés, qui sortent des universités. Le problème, c'est que les médecins qui sortent des universités ne vont pas forcément d'ailleurs exercer de la médecine. Et quand ils le font, ils ont une formation qui est beaucoup plus hospitalière. Ce qui fait que le domaine de la médecine générale, de la médecine libérale, est peu attrayante. Et je crois qu'on a négligé pendant toutes ces années le fait de la rendre attrayante. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu ce que nous, on souhaite remettre en place. Et vous auditionnez beaucoup de gens dans votre commission. Vous ressentez ce sentiment d'abandon dans les zones rurales, mais pas seulement, aussi certaines zones préurbaine. Est-ce que justement les acteurs que vous auditionnez, quand on parle de déserts médicaux, on a souvent le réflexe de penser rural. En fait, c'est pas du tout une question de monde rural par rapport au monde urbain. C'est qu'on a des zones périurbaines qui aujourd'hui subissent l'absence de médecins, d'offres de soins de manière lourde. Donc c'est un problème qui dépasse le monde rural par rapport au monde urbain. On peut citer certaines grandes villes, je le lis, je parle sous votre contrôle, Orléans, Le Havre, Mulhouse. Mais Paris aussi, vous avez la périphérie parisienne et le centre de Paris, du fait de l'accès au foncier et à l'immobilier, devient aujourd'hui inaccessible. En plus, à Paris, vous avez des médecins généralistes, effectivement, en nombre, mais très peu qui font de la médecine générale. Il y a énormément de ce qu'on appelle des médecins à exercice particulier, homéopathes, acupuncteurs, etc. Donc c'est là qu'est le problème. C'est ce qui a poussé Médecins du Monde, Jean-François Corti, c'est quand même particulier, puisque vous vous installez, vous vous implantez en France, justement, dans ces déserts médicaux, ce qui montre quand même qu'il y a un vrai problème. Médecins du Monde est déjà en France depuis 1986, à près d'une centaine de projets, centrés sur la grande précarité, bien évidemment. Comme vous venez de le dire, on va innover en démarrant dès l'année prochaine un programme en zone rurale. Pour nous, l'enjeu de fond, c'est la question de la difficulté de l'accès aux soins et de la précarité dans un contexte où près de 30% de personnes retardent leurs soins. Et ce retard de recours aux soins, il est certes dû probablement à la question des déserts médicaux, mais il est dû aussi
au fait qu'il y a un reste à charge que les gens doivent payer qui est de plus en plus important et qui fait que ces personnes vont retarder leurs soins, vont différer leurs soins. Pourquoi ce reste à charge est de plus en plus important? Parce que notre système de santé est de moins en moins solidaire. Il rembourse de moins en moins les déplacements. Il faut imaginer que des personnes âgées en zone rurale qui doivent prendre le taxi pour aller se faire soigner, limitent leurs soins parce que c'est de moins en moins remboursé. Donc il y a un reste à charge qui est de plus en plus important, un système de santé qui est de moins en moins solidaire. Il y a aussi, pour des effets des raisons de seuil, des personnes qui n'ont pas accès à des dispositifs comme la couverture médicale universelle complémentaire. De manière paradoxale, ils sont trop riches pour pouvoir en bénéficier et pas assez pour pouvoir bénéficier de complémentaires. C'est des personnes qui ne vont pas avoir de complémentaires et qui vont retarder leurs soins. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, il y a aussi la question des dépassements d'honoraires, mais on en a parlé, et des fois aussi le refus de soins, qui est une réalité, qu'on ne rencontre pas partout, mais qui est une réalité et qui est une contrainte à l'accès aux soins. Les déserts médicaux, on va le rappeler à téléspectateurs qui le savent, parce qu'il y a eu, ça a été relancé par un drame. C'est une femme qui a donc accouché vendredi dernier sur la route, qui l'a menée à la maternité la plus proche du domicile du couple. À une heure de voiture, l'enfant est mort. Et ce drame a relancé le débat sur ce qu'on appelle les déserts médicaux, justement sur ces maternités. Est-ce que vous êtes favorable à un moratoire sur la fermeture de ces maternités? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas mélanger tous les problèmes. Il ne faut pas mélanger certains déserts médicaux et ce qui s'est passé dans le sud de la France. Et d'ailleurs, je crois que la personne s'est exprimée aujourd'hui dans un sens qui... donc on ne connaît pas bien l'histoire. L'enquête administrative est en cours. Oui, absolument. Non, le problème, et ça rejoint le problème des déserts médicaux, le problème de la démographie, c'est avant tout un problème d'aménagement du territoire. Comment voulez-vous faire aller une jeune femme avec 2 enfants, un mari qui travaille, à un endroit où il n'y a plus rien? Parce que les collectivités... écoutez... Il y a d'autres populations qui vivent dans la campagne. On croirait qu'on est dans le désert de Gobi. Attendez, il y a des tas de familles qui vivent... Excusez-moi, ce que je dis ne s'adresse pas uniquement à la campagne. Mais comme vous l'avez dit, monsieur, également au 9-3. Pourquoi? Pas pour les mêmes raisons. Tout simplement parce qu'il y a des problèmes d'insécurité, de choses comme ça. C'est tout. Bon, peu importe. Le problème, c'est que y a un problème d'aménagement du territoire et pourquoi les jeunes médecins raisonnent comme ça? Pourquoi m'obligerait-on, moi, à aller dans... Il n'y a pas que ça. Monsieur le sénateur... Mais bien sûr qu'il y a pas que ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'un côté... l'aménagement du territoire qui serait une problématique d'élus, de politiques, et puis des médecins qui disent, voilà, aménager le territoire, puis nous on viendra s'installer. Si on veut. On est ensemble dans cette stratégie d'aménagement du territoire, et nous c'est notre préoccupation, c'est pour ça que c'est la commission d'aménagement du territoire d'ailleurs qui s'est saisie de cette question, c'est parce que l'offre de santé appartient bien à la décision des habitants de venir s'installer à un endroit ou à un autre, plutôt parce que... Une solution. Par exemple, Alain Bazot, est-ce que pour diminuer le nombre de ces contrées sous-médicalisées, il faut la contrainte? C'est-à-dire, il faudrait obliger un jeune médecin, à la sortie de ses études, à s'installer pour 5 ans dans la région où il a été formé? Écoutez, il me semble que ça doit être donnant-donnant. C'est vrai qu'on doit entendre... apparemment, ça ne donne pas beaucoup d'un côté. Non, mais donnant-donnant, c'est-à-dire, si vous voulez être conventionné, si vous voulez être conventionné, je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, avoir le système de mutualisation qui va quand même solvabiliser les patients et avoir un fonds de clientèle, et puis ne pas rendre compte à la collectivité. Je veux dire, il y a un sacro-saint principe qui est le principe de la liberté d'installation des médecins. C'est un bon principe, mais je crois qu'il faut le conjuguer avec un autre principe fondamental qui est l'accès aux soins. Il y a un intérêt général à voir la population couverte. Bon. Et donc, il n'est quand même pas aberrant de poser un certain nombre d'exigences aux médecins qui s'installent, en leur disant, par exemple, si vous vous installez dans un secteur qui est déjà suréquipé, eh bien, vous ne pourrez être que dans un secteur 1. Vous ne pourrez pas avoir de dépassement, interdiction de dépassement. Au moins, ça réinjecte, de l'offre aux tarifs sécu. Parce que, actuellement, quel est le problème du secteur 2? C'est 2 choses. La première, c'est parce que l'assurance maladie a complètement dissocié. Secteur 2, c'est pour les médecins en tarif libre. Et avec des dépassements d'honoraires, secteur 1 sans dépassement d'honoraires. L'assurance maladie n'a pas revalorisé les actes à leur juste valeur. Donc, il y aura de plus en plus de médecins qui vont, notamment quand ils ont les titres pour le faire, puisque le secteur 2, honoraire libre, est fermé. Qu'est-ce qui va arriver dans ces contrées-là si on oblige à aller dans des zones sous-médicalisées? Vous allez pousser des
médecins de secteur 2, parce qu'ils iront de toute façon en secteur 2. Les ORL, les chirurgiens, ils iront en secteur 2 et vous allez, excusez-moi, vous allez imposer des dépassements d'honoraires à une population qui n'a pas les moyens de les payer. Je vais vous donner, mais on va faire un dernier tour de table parce que ça va être bientôt la conclusion. Il y a peut-être une lueur d'espoir parce que j'ai vu que l'Ordre des médecins reste optimiste malgré tout. Il y a cette phrase dans leur atlas 2012 que vous avez, de la démographie libérale. Les jeunes générations font naître une lueur d'espoir pour la relève libérale. Donc c'est peut-être... Parce qu'on commence à voir l'effet des mesures incitatives. Allez, non, mais c'est exactement ça. C'est peut-être ça. À les voir. Le tour de table. Donc moi je dirais pour conclure que l'enjeu majeur, c'est la question de l'accès aux soins et de la précarité. Donc on pourra mettre tous les médecins qu'on veut dans les zones les plus reculées. Si on n'améliore pas le système de santé, qu'on ne le rend pas plus solidaire, les gens auront des difficultés à accéder aux soins parce qu'il y a la précarité, le problème de reste à charge. Donc c'est un problème qu'il faut aborder, mais il faut voir le système dans sa globalité. Le mot de la fin, Jean-Luc Fichet. Avant que la coercition qui devient un moyen, si on n'arrive pas à régler la question avant avec les autres méthodes incitatives. Puis il reste aussi la régulation par le conventionnement. On pourrait imaginer à un moment donné que les territoires qui ont des conventionnements suffisants, eh bien, à un moment donné, on n'autorise plus des installations. Alain Bazot. Moi, je suis sur la même ligne que monsieur, c'est-à-dire c'est l'accès aux soins qui nous importe. Et compte tenu de l'accord, avec la complicité du gouvernement, il faut le dire, parce que la Caisse d'assurance maladie n'aurait pas conclu ça sans la bénédiction du gouvernement, je dis que c'est un accord qui n'est pas courageux, qui gèle les choses à un très très haut niveau de dépassement et qui est problématique pour la plupart des usagers. C'est un premier pas, on va dire. Merci messieurs pour ce débat. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé par Mounir Soussi. Un verdict choc pour la communauté scientifique. Le tribunal de l'Aquila a condamné 7 experts italiens à 6 ans de prison. Leur faute, avoir minimisé le risque de séisme une semaine avant le tremblement de terre meurtrier d'avril 2009 où plus de 300 personnes ont péri. En signe de protestation, le président de la commission italienne des grands risques a remis sa démission, rappelant qu'un sismologue ne peut pas prévoir avec certitude l'arrivée d'un tremblement de terre. Au lendemain du dernier débat de la campagne présidentielle américaine, Barack Obama a assis son statut de commandant en chef sans pour autant distancer Mitt Romney. Lors de ce débat axé sur les questions de défense et de politique étrangère, un échange a retenu l'attention. Je crois que le gouverneur Romney n'a peut-être pas passé assez de temps à regarder comment nos forces armées fonctionnent. Vous avez mentionné la Navy et le nombre inférieur de navires par rapport à 1916. Eh bien, gouverneur, nous avons également moins de chevaux et de baïonnettes parce que notre armée a changé. La réplique fait mouche et sera reprise par les réseaux sociaux et parodiée sur Internet. À 15 jours du scrutin, les sondages donnent toujours les deux candidats au coude à coude. Selon les observateurs, la victoire pourrait se jouer à un État près. Commandé par Manuel Valls, le rapport de l'inspection générale de la police sur l'affaire Mera met en avant les défaillances des services de renseignement dans la surveillance du jeune terroriste de Toulouse et Montauban. Il souligne notamment le manque de communication entre les différents services de sécurité. Le ministre de l'Intérieur s'appuiera sur ce document pour renforcer l'efficacité de la sûreté nationale face aux nouvelles menaces. Le projet de taxe Google sera discuté par le législateur. Le géant américain menace de ne plus référencer les médias français si une telle mesure était adoptée. Le président de la Commission des finances du Sénat, auteur d'une proposition de loi sur la fiscalité numérique, estime que l'Europe n'est pas si désarmée. La zone euro est le premier client, que l'Allemagne est le numéro 3 et la France le numéro 4 au plan du monde. Alors évidemment que Google a intérêt à ce que rien ne bouge, ça c'est clair. Et que faire alors si... Que faire? Légiférer. Ne pas mollir, ne pas se laisser impressionner par des menaces qui sont des menaces en bois. Le texte devrait être examiné en séance le 31 janvier prochain. Un constat sans appel. Pour les sénateurs responsables d'un rapport sur les pesticides, ces substances sont dangereuses et leurs risques sous-évalués pour les agriculteurs qui les utilisent. Maladies chroniques, intoxication, les rapporteurs pointent les dégâts des pesticides et plaident pour un retrait des produits contenant des perturbateurs endocriniens. Dans le dessin du jour, Rançon transforme le ministre du redressement productif en Super Montebourg. Depuis qu'il a posé en une d'un magazine avec une marinière made in France, les ventes se sont envolées, mais ses pouvoirs restent malgré tout limités. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre émission politique preuve par 3. Belle soirée, à demain avec plaisir.
Jean-Vincent Placé, le président du groupe des 12 sénateurs écologistes et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, émission à 3 temps, bien sûr, avec l'agence France Presse, représentée ce soir par Catel Prigent. Et puis Perrine Tarnot de Public Sénat. L'application TV Check d'Orange permet toujours aux téléspectateurs de réagir durant ce rendez-vous. Jean-Vincent Placé, Jean-Marc Ayrault a fait sortir l'opposition de ses gonds et même de l'hémicycle d'ailleurs de l'Assemblée nationale lors des questions d'actualité. Vous avez vu ça. Il a affirmé que la droite veut l'échec de la France. Est-ce que c'est également votre sentiment ? Je pense que le Premier ministre a eu un propos adapté au comportement incroyable de l'opposition depuis 4 mois, critiquant tout, ne faisant aucune proposition justement pour le pays, manifestement englué dans les débats internes à l'UMP. Et avec une mémoire extrêmement courte, 10 ans de gouvernement, 5 ans avec Sarkozy, la faillite du pays, 1 million de chômeurs supplémentaires, 600 milliards de dettes supplémentaires. De là à dire aujourd'hui qu'elle veut l'échec de la France, l'opposition ? Mais c'est un propos qui en plus correspond, je crois, à un temps qui est celui de la séance des questions de gouvernement, où on a l'impression que ces parlementaires, d'ailleurs ils sont beaucoup plus calmes au Sénat, mais ces députés à l'Assemblée nationale sont là, au théâtre, dans l'invective, parfois même dans l'injure. On l'a vu, le comportement misogyne et incroyable avec Cécile Duflot. On entend des propos de Café du Commerce et c'est vrai que cela discrédite beaucoup l'opposition. Et donc, vous ne répondez pas à l'interpellation sur l'échec de la France que voudrait l'opposition de droite selon le Premier ministre. Je comprends le Premier ministre, il est excédé de cela. Je crois que c'est un Premier ministre qui travaille beaucoup, qui est sérieux, solide et qui fait le projet gouvernemental avec sa majorité parlementaire. Donc vous voyez, je suis un soutien du Premier ministre. Oui, quel zèle pour commencer l'émission. Non. On va voir si ça dure. J'ai toujours dit la même chose, vous savez, je vais vous dire, c'est que aussi bien pour le président, le Premier ministre et les ministres là, dans la situation très dure que nous vivons justement par rapport au bilan de l'équipe précédente, eh bien c'est pas facile. Donc quand il y a des désaccords, il n'y a pas de souci, vous le savez. Ils sont sur la table aussi dans la franchise et dans la sincérité. Mais la réalité aussi, c'est que le soutien est là aussi, fidèle et loyal. Parce que justement, nous nous occupons du pays. D'aucuns évoquent un climat social qui pourrait se tendre, puisque la situation économique est très mauvaise, le chômage va continuer à empirer mois après mois. Et une situation qui pourrait conduire à des élections anticipées, imaginent certains. Que pensez-vous de ce scénario ? Non, mais tout cela est ridicule. On est dans une politique fiction qui n'a pas de sens. Cela fait depuis mai que ce gouvernement est en place. Il a fait beaucoup de choses en collectif budgétaire. On a déjà on bouche les trous déjà, des dettes qui avaient été accumulées par l'équipe précédente. Et au lieu d'imposer les plus modestes et puis d'exonérer les plus riches, eh bien nous on fait l'inverse. C'est assez simple quand même. Et nous sommes là, combatifs, tout à la fois sur les politiques économiques, les politiques sociales. C'est pas facile, évidemment, vous l'avez indiqué, et j'ai compris, j'aurais des choses à dire sur le manque de vision écologique du gouvernement, la perspective quand même encore trop modeste par rapport à la transition énergétique et écologique, mais voilà, c'est difficile et puis le travail est là. Vous défendez le Premier ministre qui est attaqué de toutes parts, vous dites qu'il est crédible, la question est posée. Non mais c'est votre histoire, par exemple, d'élection anticipée au bout de 5 mois, c'est ridicule. Il y a le président de la République a été élu, la majorité à l'Assemblée nationale est claire, nous avons la majorité au Sénat, mais il y a des débats, et nous ne sommes pas pour la majorité Godillot. On voit aussi où cela a mené. Ce qu'il faut faire, c'est être fidèle et loyal, voilà, parce que c'est important, vous voyez que nous le sommes. Mais il faut dire aussi les choses. Au moment où on n'est pas d'accord, on l'a dit sur le traité européen, on le dira aussi dans le débat sur la loi de finances par rapport à nos thèmes qui nous sont chers, sur les niches fiscales écolo, sur tous les thèmes qui sont ceux des emplois verts. Voilà, on a beaucoup de thèmes que nous voulons voir avec plus de dynamisme et plus d'entrain.
et de volontarisme par cette majorité. Mais en revanche, voilà, et sur l'aspect politicien des élections anticipées et sur les critiques de l'opposition, franchement, qu'ils fassent une proposition, si vous êtes capable de me dire ce qu'ils ont fait comme proposition depuis 4 mois, voilà. Bon, d'accord. Vous avez défendu le Premier ministre, sa solidité, mais je vois Ségolène Royal qui estime que maintenant le temps est venu pour le gouvernement et le président d'ailleurs de fixer un cap. Le cap, vous le voyez, vous ? Certains ne le voient pas, donc Ségolène Royal. Je crois que ce qui est important, effectivement, c'est d'indiquer que le temps, y compris des fameuses, la Bible des 60 propositions, le temps est quasiment passé. Ça va tellement vite que le gros de ces éléments de proposition sont en place, y compris, moi je salue la Banque publique d'investissement, même s'il y a d'autres choses à faire et peut-être encore plus vite et puis avec aussi plus d'argent, hein, il faut dire les choses très clairement, et plus orienté vers les questions écologiques. Mais je crois que dans la perspective qui vient, oui, il nous faut une grande réforme, notamment une grande réforme fiscale. Je crois que c'est extrêmement important. On avait mis en avant la question de la fusion, par exemple, de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Je pense que c'est toujours d'actualité. J'ai écouté l'autre jour l'économiste et fiscaliste Piketty, et qui traçait une perspective, qui avait été longtemps d'ailleurs un des conseillers du Parti socialiste avant l'élection. Et là, aujourd'hui, sur la fiscalité et la réforme, c'est à mon avis trop frileux, et donc il faut aller faire plus de choses là-dessus. Sur la conversion écologique de l'économie, j'en ai parlé, il nous faut beaucoup plus de moyens, parce que la Banque publique d'investissement, par exemple, elle doit devenir cette banque de la transition écologique qu'appelle de ses voeux Nicolas Hulot, et nous aussi, bien sûr, et là, il nous faut des moyens. Nous en proposons la suppression des niches fiscales anti-écolo sur les pesticides, sur les agrocarburants, sur le diesel, sur le kérosène. Il y a là près de 20 milliards d'euros qui permettraient tout à la fois de changer notre fiscalité écologique, et tout à la fois de réorienter des comportements industriels, économiques et de consommation. Et enfin, le troisième point, je pense, qui est extrêmement important, c'est que moi, j'ai écouté les propositions qui sont faites sur la réforme territoriale, sur l'acte 3 de la décentralisation. Attention à ne pas faire trop de frilosité encore. C'est-à-dire qu'en ce moment, on sent qu'une grande partie des propositions du président de la République ont été déjà mises en œuvre ou vont être mises en œuvre, ces chantiers-là. Et effectivement, en termes de cap, en termes de stratégie, il y a un débat. Et cette stratégie-là, moi je le dis, réforme fiscale vers plus de justice, la question écologique et bien sûr la question des réformes territoriales, extrêmement importante parce qu'en France aujourd'hui, c'est grâce aux régions, c'est grâce aux agglomérations, aux métropoles que nous pourrons créer des emplois et apporter une dynamique aujourd'hui qui n'est pas là, bien sûr. Et pas aux départements que vous voudriez voir disparaître petit à petit. On en a déjà parlé, hein, Jean-Vincent Placé. Vous avez cité Cécile Duflot qui a subi quelques assauts de l'opposition. Au début de ses fonctions de ministre du Logement. Mais alors dites-moi, c'est peu de choses par rapport au revers qu'on lui annonce avec le Conseil constitutionnel qui va retoquer sa loi sur le logement social. Vous êtes bien sûr de vous, monsieur Grosceur. C'est demain la décision. 9 chances sur 10 qu'elle soit retoquée. Alors, et vous êtes parlementaire, tout va être mis à bas parce qu'elle n'a pas respecté le délai de débat au Sénat. Attendez. Cécile Duflot est ministre du Logement. Elle avait préparé et très bien préparé cette loi pendant tout l'été. C'était prévu pour être discuté fin septembre, juste après les semaines des journées parlementaires des différents groupes politiques. Je m'en souviens très bien. Une décision a été prise à haut niveau d'anticiper cette session parlementaire, qui est une session extraordinaire. Moi, je vais être très franc avec vous, je n'y étais pas particulièrement favorable, et je l'avais indiqué aux intéressés. Et voilà où pourrait nous mener cette anticipation des sessions parlementaires. C'est vous qui avez dit précipitation. Vous constatez que moi j'ai dit anticipation parce que je suis attentif au vocabulaire et à la mesure du propos. Aux euphémismes. Et je pense que la prochaine fois, et ce n'est pas pour Cécile Duflot que je dis cela, parce que ce n'est pas elle qui maîtrise l'agenda, l'ordre du jour. Ben, bien évidemment, l'ordre du jour du gouvernement est assumé par le gouvernement, et je le dis par son chef, et à partir du moment où cette session a été anticipée, et que ça doit donner des leçons pour l'avenir, c'est-à-dire que ces leçons pour l'avenir, c'est de faire attention au temps parlementaire. Et moi, qui suis président du groupe parlementaire, je peux vous dire, je suis particulièrement attentif à la revalorisation, qui ne veut pas dire lenteur, mais qui veut dire du débat. Voilà, donc si je vous entends bien, Jean-Vincent Placé, si le Conseil constitutionnel rend caduque cette loi qui a été votée, eh bien ce ne sera pas la faute de Cécile Duflot. Bien sûr que non. Elle sera une victime. Bon, c'est surtout le logement qui en est une victime, mais ça, je crois qu'il faudra faire vite pour revoter.
en respectant les délais parlementaires, mais attendons quand même la décision de demain, Monsieur Grossi. Bien sûr, nous attendons, mais on connaît déjà vos arguments de défense. Donc un de votre ministre préféré du logement, Cécile Duflot. Ceux de la vérité, tout simplement, parce que je peux vous dire que les groupes parlementaires de la majorité, lorsque la décision a été prise à haut niveau, comme je l'indiquais, je crois qu'aucun d'entre nous n'étions très contents. On se rend compte jour après jour que la majorité est très difficile à trouver au Sénat sur un certain nombre de dossiers. Oui. C'est d'ailleurs ce qui vous donne un poids important ici, comme d'ailleurs les radicaux de gauche et comme les communistes, qui sont aujourd'hui à l'initiative d'une motion d'irrecevabilité qui a été votée, avec d'ailleurs quelques voix venues du Parti socialiste, au sujet de ce texte sur le bonus-malus énergétique. Vous me l'apprenez, ça? Je vous l'apprends, effectivement, on vient de me le signaler. Oui, absolument, on vient de l'apprendre. Alors, votre réaction? Je crois que dans cette proposition de loi qui a été déjà débattue à l'Assemblée, qui a été votée, il faut être franc. Moi, je vais être très franc. Je crois que plus grand monde ne comprend vraiment quelle est l'orientation générale de cette proposition. Nous, les écologistes, nous sommes extrêmement favorables, évidemment, à l'idée initiale de la tarification progressive de ce qu'on appelle les biens communs pour nous, et notamment l'électricité. Donc voilà, il fallait s'organiser pour faire en sorte que on change les comportements, on lutte contre le gaspillage, mais on fasse attention aussi aux plus modestes. Et à la fin, évidemment, c'est un jeu de mots bien facile et bien répandu, ça commence à devenir une usine à gaz. Et nous-mêmes, c'est vrai, à l'Assemblée, nous avons voté seuls, d'ailleurs, avec le Parti socialiste. Et là, dans la navette, nous nous sommes aperçus, je crois que tout le monde s'est aperçu, qu'il fallait rediscuter avec l'ensemble des acteurs, aussi bien les entrepreneurs que les usagers, que les syndicalistes. Et moi, je ne jette pas du tout l'opprobre sur nos amis communistes, parce que quelque part, quand il y a des majorités de circonstances comme cela entre le Parti communiste et la droite, ce n'est pas scandaleux en soi. C'est que ça veut dire que, venant de deux formations politiques totalement différentes, on arrive à une même réponse de procédure, et ça veut dire donc qu'il faut rediscuter davantage. Et moi, j'appelle notre ami et collègue Brottes ainsi que le gouvernement à rediscuter rapidement avec l'ensemble des composantes, bien sûr les socialistes et les écologistes, mais aussi avec le Parti communiste français. Moi, nous travaillons très bien avec Éliane Assassi, et s'il en est arrivé avec son groupe à faire cela, c'est que déjà, elle s'interroge sur le mode de discussion avec le gouvernement, et il faut être très attentif à cela, revaloriser le rôle du Parlement. Ça montre bien que le gouvernement a du mal avec le Sénat. C'est une majorité impossible à trouver pour lui. Alors ici, il a une majorité socialiste, parfois grâce à la droite, écologiste, parfois grâce à vous, parfois radical de gauche. Cette majorité, elle est derrière Jean-Pierre Bel, notre président, qui est un excellent président de la vie de toutes et tous. Nous travaillons très bien avec les différents groupes politiques. Après, il y a les prises de position, c'est normal. Moi, je vais vous dire, on essaie parfois de dire, on a des querelles avec les radicaux de gauche. On n'a pas de querelle en soi avec les radicaux de gauche. Il s'avère que le groupe radical est particulièrement pro-nucléaire, par exemple ici. Bon, on n'est pas d'accord, mais c'est son droit de penser cela. C'est pas encore interdit. Eh bien, lorsqu'il y a des débats sur l'énergie, forcément, on n'est pas toujours sur la même position. D'accord. Vous n'avez rien contre la compétitivité. Vous avez dit que vous vouliez réorienter la fiscalité pour changer les comportements. Mais vous pourriez aussi réorienter la fiscalité pour alléger les charges sur le travail, oui ou non? Je suis plutôt pour la coopération et le partenariat. Et je constate que, évidemment, comme tout le monde, il y a des insuffisances très criantes de notre industrie, et particulièrement à l'exportation. Mais je constate aussi qu'à chaque fois, la même petite musique, c'est de dire qu'il faut réduire ce que certains appellent les charges sociales, moi que j'appelle des cotisations. Et je ne crois pas du tout que ça soit le bon chemin. D'ailleurs, le président de la République, à Châlons, en Champagne, a rappelé que le coût du travail chez nous ou en Allemagne était à peu près similaire, et que justement la vision industrielle d'avenir pour la coopération et le partenariat avec les autres pays, et pour y compris avoir des parts de marché utiles sur des bons produits, c'est d'être utile sur de nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée, plus modernes et plus innovants. Voilà. Alors, dans quelle philosophie, moi, je m'inscris? Votre philosophie, donc, qui n'est pas celle de Louis Gallois, qui lui prône un abaissement des charges ou des cotisations sociales pour alléger le coût du travail. On va en parler dans un instant. Pareil, monsieur Grosser, que pour le Conseil constitutionnel, il rend son rapport le 5 novembre. Ce qu'on sait, en revanche. Ce qu'on sait, parce qu'il y a des fuites dans un journal proche de la droite. Dans le Figaro, qui a effectivement levé le voile, peut-être pour mieux enterrer rapidement ce rapport, ou pour mieux embarrasser le gouvernement, qui semble l'être en tous les cas. Toujours est-il que Delphine Batho, la ministre de l'Environnement, a confirmé, elle, qu'elle avait eu un échange aigre-doux avec Louis Gallois sur deux sujets, le nucléaire et les gaz de schiste, puisque Louis Gallois est favorable aux deux. Alors on va être un instant, si vous voulez bien, Jean-Vincent Placé, écologiquement incorrect. Imaginons ensemble
les bienfaits du gaz de schiste pour notre économie en panne. Joachim Robe. Pour certains, c'est un trésor qui dort dans notre sous-sol et dont on se prive pour de mauvaises raisons. Pour d'autres, dont le gouvernement, le gaz de schiste présente trop d'inconnus pour la santé et l'environnement. Son exploitation reste donc interdite en France, mais certains souhaitent rouvrir le débat. Ça permettrait d'abord de réduire les importations, donc d'améliorer la balance commerciale française. Puis deuxièmement, si on en trouve suffisamment, ça permettrait d'avoir un pouvoir de négociation, de discussion avec les fournisseurs extérieurs, et donc peut-être d'avoir de meilleurs prix. Une possible baisse du prix du gaz non négligeable à l'heure où la France importe 98% de sa consommation. Reste un autre argument. Ça créerait de l'emploi, ça créerait de l'activité, parce que pour exploiter ces gaz de schiste, il faut des tuyauteries, il faut des traitements, il faut tout un tas de choses dans lesquelles les entreprises françaises seraient impliquées. Un argument balayé par cette journaliste indépendante, co-auteure d'une enquête sur le gaz de schiste. C'est des emplois